Je m'appelle Antoine Lazarus. Quand 68 arrive, moi je suis encore étudiant en médecine. Je dois avoir 26 ans, quelque chose comme ça. Je suis en dernière année de médecine à l'époque, ayant beaucoup redoublé. Donc ayant passé plus que d'autres des années de médecine, parce que dès le début des études, après avoir été pensionnaire en première et en philo avec des préparationnaires de grandes écoles, je suis absolument convaincu que je ne veux pas devenir polar, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire le personnage qui fait les classes préparatoires, qui va réussir des concours sans très bien savoir lesquels à l'avance, et qui, comment dire, d'un coup de gomme, saute les années de la jeunesse, de la lecture. Enfin bon, je ne voulais pas être comme ça. Ce qui fait que je m'étais inscrit en lettres en même temps, et voilà, je jouais beaucoup de piano, donc la première année, j'étais collé en touche, je faisais 6 heures de piano par jour, enfin bref. Donc un démarrage un peu particulier que je considère a posteriori comme étant une vraie chance, et qui à l'époque, évidemment, enfin bref. Donc je suis en dernière année de médecine, et quand 68 arrive, et c'est le mois de mai, or c'est le moment des examens. C'est le moment des examens et je me vois très bien. J'habite dans une petite rue à Montparnasse, la rue de l'Ambre, depuis que je suis arrivé à Paris à l'âge de 7 ans. C'était l'appartement de ma grand-mère, où habitait aussi ma mère. Et mon père avait été résistant, déporté, arrêté quand j'avais 18 mois et mon frère 3 mois. Et il n'est pas revenu, donc voilà, c'était un appartement un peu cocon familial qui était à Montparnasse. Et je travaillais pour essayer de me mettre l'examen, je crois que c'était thérapeutique, dans la tête. Et comme on faisait à l'époque, dans les jours précédant l'examen, il y avait une pile de polis d'un côté, on se mettait ça dans la tête, ça devait être prêt le jour de l'examen, donc les polis passaient de l'autre côté, puis ensuite évidemment on oubliait, ça avait été appris très vite. Bref, on était là-dedans, mais il fallait tout de même pas se distraire, c'était beaucoup d'heures de travail tous les jours. Or au bout de la rue, j'entendais des bruits. J'entendais des bruits et en me mettant à la fenêtre, je voyais passer manifestations sur le boulevard. Alors évidemment, c'était assez tentant. Mais aller aux manifs ou bien préparer l'examen, enfin bref, il fait très beau, tout le monde vous raconte qu'il faisait beau en 68. Et voilà, et je me vois avec une espèce de manteau, on était à l'époque toujours cravaté, bon, décontracté mais cravaté. Et je vais voir au coin du boulevard Raspail et du boulevard Montparnasse passer une énorme manif qui arrive de l'enfer Rochereau. Il y a une statue de Balzac à l'angle du boulevard, avec un socle très haut et puis le Balzac dessus. Et donc j'escalade ce truc, aujourd'hui j'arriverai peut-être plus tout à fait à l'escalader, et je vois les gens qui passent comme une espèce de flot, comme de rivière de part et d'autre. Et puis à un moment j'y tiens plus et je me mets à marcher dans la manif qui descendait jusqu'au boulevard Saint-Germain. Bon, un peu culpabilisé parce que j'arrêtais de réviser mes examens. Et voilà, on arrive au boulevard Saint-Germain et il y avait un affrontement entre les étudiants d'un côté et les policiers de l'autre. Et pour bien voir, je monte sur le toit d'un abribus qui était sur le boulevard Saint-Germain. Je voyais en dessous de moi, selon les moments, passer les policiers qui fonçaient, les étudiants qui reculaient. Et voilà, une porte cochère dans laquelle je descends, des gens étaient affolés, comprimés. J'essaye de les rassurer. Enfin bon, je me sentais dans mon élément, je ne sais pas très bien pourquoi est-ce que ça vous prend comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Comment est-ce que je me suis retrouvé, puisque c'est le cas, avoir été pendant plusieurs semaines, et voire plusieurs mois ensuite, des personnages principaux, au moins en médecine, très visibles au point de vue médiatique aussi, de ce mouvement. Avant 68, et même après, je n'ai jamais été dans aucun parti politique. Aucun parti politique, mais si je regarde un certain nombre d'engagements, il y avait tout de même eu une espèce d'intérêt pour les choses. Et puisque je vous ai dit que mon père avait été déporté, résistant, et je me suis retrouvé à 20 ans
pour la première fois président d'une association qui était une association d'orphelins de la Résistance. Moi, je suis assez bricoleur. Je suis assez bricoleur et devant une situation donnée, qu'elle soit une voiture en panne ou bien le foutoir dans une réunion ou une opportunité politique à saisir, j'ai envie que quelque chose se passe, quoi, que ça se fasse. Et voilà, et donc cette fameuse journée où j'entre dans les événements pour ce qui me concerne, et donc ça chahute sur le boulevard, je vais jusqu'à la faculté de médecine, mais la vieille fac, comme on disait, parce qu'à Paris, il y a l'Odéon qui était la vieille fac, et puis il y a la nouvelle fac rue des Saints-Pères, cette espèce d'immense blockhouse. Et voilà, il y a une assemblée générale des 5e années, qui était donc la veille d'un examen qu'il fallait passer. Et j'entre, je commence à écouter, je ne savais pas trop où il s'agissait, il y avait des termes que je n'avais jamais entendus, comité d'action, enfin bon, comme si des gens avaient un savoir politique extraordinaire dont moi j'aurais été ignorant. Et puis je me mêle à la conversation et finalement, assez vite, je me trouve investi d'être le délégué représentant pour la 5e année, qui était la nôtre, et avec une mission qui n'était pas des plus commodes, qui était le lendemain matin d'accueillir les étudiants qui venaient passer leur examen, qui n'avaient mis ni la radio ni quoi que ce soit. Les étudiants en médecine étaient ceux qui lisaient le moins de journaux, qui écoutaient le moins la radio. Ils étaient astucieux, mais en tout cas, ils étaient très coupés du politique toujours. Et j'étais supposé les accueillir, quasiment à la porte de la fac, et les mettre en grève, alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc voilà, ça a été un peu l'épreuve. Ça a marché. Il y a eu une AG, j'ai dû être désigné comme délégué de nos années, et pour aller au comité d'action centrale, qui était lui installé rue des Saints-Pères, dans la nouvelle fac, enfin dans notre immense machin tout neuf. Et voilà, et là c'est un souvenir tout de même assez rigolo. Et donc j'arrive assez naïf, mais tout de même, je n'étais pas un étudiant débutant, je n'étais pas la première année. Et je me trouve dans cette fac, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une espèce d'énorme porte de bronze sur un hall immense, tout est en béton ou en pierre, enfin c'est assez impressionnant. Sur le côté, un couloir, une salle qui devait être une salle de TP de physique, je pense, quelque chose comme ça, extrêmement sonore. Et dans cette salle, je vois plein de gens, très en désordre. Au milieu, rassemblés 2 bureaux métalliques. Sur ces 2 bureaux, un autre bureau. Et dessus, une chaise sur laquelle était posé un gars qui armé, je crois, d'une bouteille ou quelque chose comme ça, tapait pour faire du bruit et essayait de faire le calme. Bon, voilà, donc c'était là qu'on avait le siège des comités d'action et qui cherchait à organiser la fac. Et voilà, et donc je commence à écouter, essayer de comprendre ce qui se passe, les enjeux, les trucs, je me mêle un peu de la conversation. Et combien de temps après 6 heures, 7 heures plus tard, on se retrouve dans la situation où moi au tableau et en discutant, j'ai aidé à organiser l'ensemble des dispositifs et je me trouve être un des acteurs qui organise le dispositif. On monte un fonctionnement qui était un fonctionnement à la fois très démocratique et pas très démocratique. Et voilà, le principe était assez simple. Le pouvoir complet, c'était l'Assemblée générale, qui devait se réunir tous les jours. Et Assemblée générale qui prenait comme votants tous les étudiants, quelles que soient les années. Chacune des années élisait ses représentants au comité d'action, encore que chacune des années avait une organisation propre. Le comité d'action avait comme boulot, d'une part, de préparer les assemblées générales, et de faire l'ordre du jour des assemblées générales, de présider l'assemblée générale, et de mettre en œuvre toutes les décisions de l'assemblée générale. Donc c'était un dispositif où en même temps il préparait les débats et il les mettait en œuvre. Donc c'est là qu'on peut dire que c'est en même temps ceux qui fabriquent, qui portent le législatif et qui portent l'exécutif, si j'ose dire.
Donc c'était un boulot considérable, avec des votes qui étaient quotidiens au début, et des discussions interminables. Très vite, enfin dès le début, pratiquement, des tensions, on a eu des oppositions de points de vue. Ceux qui ressortaient d'un groupe politique, alors tous ceux qui avaient été l'UEC, enfin les étudiants communistes n'étaient pas présents. C'est d'ailleurs un peu une raison pour laquelle des gens comme Kouchner et autres qui avaient été déjà un peu responsables ou très impliqués dans ces mouvements, ils n'ont pas participé à 68. C'était spectateurs sur le côté, si je peux dire. Et puis sinon, c'était la JCR, et qui a donné ensuite la Ligue. Et c'était la JS, en tout cas tous ces mouvements qu'il y avait à l'époque, et qui arrivaient eux, très très solides, d'une idéologie qui n'était pas très... pas très souple aux entournures, avec une vision du monde extrêmement violente. J'ai souvenir d'un gars qui était le grand ténor de la JCR et me disant Furax un soir, il m'expliquait que moi je pouvais rester le soir et y passer la nuit, et parce que moi j'avais aucun risque politique, eux ils avaient tous les risques, mais que dans tous les cas, quand ils auraient le pouvoir, je serais le premier sur la liste des condamnés à mort. Enfin bon, voilà, c'était à peu près ça, le charme des relations. Ça travaillait énormément. Alors, quand je pense au temps du comité d'action, qui était une grosse structure, où vraiment les gens parlaient longuement avant qu'on prenne les décisions étaient prises, elles étaient écrites, actées, ce qui se passait en assemblée générale, on l'écrivait. Pour les grandes décisions, il nous est même arrivé de distribuer à l'avance le texte de ce sur quoi on discutait, de telle sorte que ce soit à peu près clair, et que d'un jour à l'autre, ce qui avait été voté soit considéré comme acquis et qu'on ne revienne pas sans arrêt, comme ça se passait dans d'autres AG, où d'un jour à l'autre, on ne prenait même pas en compte la solidité de ce qui avait été voté la veille. C'était pour moi, pour ce qui me concerne dans mes souvenirs, des journées qui pouvaient durer 20 heures, et j'ai toujours pensé que une des raisons pour lesquelles j'emportais le morceau, parce que malgré tout ça ressemblait un peu à ça, c'était ma capacité à résister au sommeil. Des journées d'une densité extrême, énormément de gens qui passent. Dans ce milieu médical, l'impression que les étudiants ont pris le pouvoir, jusqu'à un certain point. Peut-être il faudrait raconter un peu ce sur quoi on a travaillé, mais enfin c'était vraiment une remise en cause complète du dispositif, à la fois d'enseignement en médecine, de réflexion sur la structure de la recherche en médecine, casser les structures de l'université traditionnelle. Je pense qu'on a moins travaillé sur l'hôpital. Et puis l'idée que la médecine, c'était au service du peuple et que ce n'était pas au service d'une corporation ni des gens qui la pratiquaient. Alors du coup, on venait nous voir. Et il y avait une queue au comité dans le couloir à certains moments pour venir nous présenter des projets. Je me souviens des homéopathes qui venaient nous dire « créez-nous un truc ». L'instant d'après, c'était les psychanalystes qui venaient nous dire « mais on n'est pas reconnu en tant que tel, aidez-nous à concrétiser le truc ». Et puis c'était tous les comités de kinésie, d'infirmières, de paramédicaux qui venaient. Et nous, on était dans l'idée, évidemment, qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait des professionnels de santé du bas de la hiérarchie, qui étaient les paramédicaux. Il n'y avait aucune raison que le savoir médical soit celui qui, d'une manière mandarinale, pas seulement à la fac, mais c'est le médecin qui est le chef du dispositif. Et voilà, et puis ensuite, il y avait quand même le débat politique, il fallait bien participer aux manifs, et prendre nos positions. Puis au fur et à mesure que ça avançait, et que les autres facs ont commencé soit à fermer, soit on a été à la faculté de médecine, la dernière faculté ouverte. Elle a été prise par la police le 6 juillet. Et donc, longtemps après, déjà quelques jours avant, on avait été entre les flics et puis les Katangais à la Sorbonne, ceux qui avançaient dans les couloirs pour éviter qu'ils se tapent trop fort dessus. Et on a hébergé les Katangais. Donc on a dû vous en parler par ailleurs des Katangais. Donc ces gens qui étaient à la Sorbonne, armés de chaînes, qui terrorisaient un petit peu la population étudiante, qui supervisaient les uns et les autres
tous les commerces qu'il y avait à la Sorbonne où des produits illicites circulaient assez librement. Et donc on a pris les Katangais à la faculté de médecine avant de les disperser. Là aussi, je vois des images qui me viennent. Donc on fait venir les Katangais. Et moi je ne les vois pas arriver. Donc on avait donné le feu vert pour qu'ils viennent. Certains avaient été à la Sorbonne faire le go-between, enfin bon, pour essayer, quand la Sorbonne a été prise de manière assez violente par les forces de l'ordre. Et puis je me soucie, on en parle, je ne sais pas où, au comité d'action, mais comment on va les nourrir, les Katangais. On les avait fait monter en haut de la fac dans les pavillons d'anatomie, c'est-à-dire l'endroit où on faisait la dissection. Alors il n'y avait pas de cadavres à ce moment-là, mais il y a les tables, ils étaient installés là, il y a ces très hauts plafonds. Et donc je demande à voir leurs responsables. Je ne connaissais pas du tout les Katangais. Et alors il y a des négociations, des machins. J'arrive au 5e étage par l'escalier, et puis les pavillons d'anatomie sont dessus. Et là je suis attendu par quelqu'un qui très aimablement me met un pistolet sur le côté, avec le pistolet, il me tenait comme ça pour aller voir le chef des Katangais. Tout ça pour savoir comment on allait les nourrir, comment on allait faire venir des sandwichs, et comment éventuellement on allait les virer. Alors ça a été organisé assez bien. Ils sont partis avec des bus le lendemain vers différents endroits. L'Ardèche pour certains, avec des circuits enfin c'est pas moi qui m'en occupais, mais des circuits de prêtres ou de pasteurs. On en a envoyé vers les Alpes, je ne sais pas très bien où. Les plus jeunes qui souvent étaient en fugue des établissements qu'on appelait encore l'éducation surveillée, qui s'appelle aujourd'hui la PJJ, Protection judiciaire de jeunesse. On avait un peu négocié qui retournent dans les institutions sans être trop... Et voilà. Donc les Katangais étaient partis, gros soulagement, et puis le lendemain, j'apprends que les Katangais étaient revenus. Dans la Sorbonne, il y avait cette espèce de... Ils étaient en principe un statut un peu de service d'ordre. Ils étaient habillés genre un peu voyous, un peu menaçants et en même temps présents. Et les Katangais ont été dans les journaux, dans l'idéologie de l'époque, ceux qui représentaient au fond la violence un peu de la voyoucratie à l'intérieur du mouvement étudiant. Quand les Katangais ont disparu, on n'en a plus beaucoup entendu parler, jusqu'à ce qu'il y ait, alors ça il faudrait reprendre des archives et des choses de l'époque, mais jusqu'à ce qu'il y ait l'annonce de quelques personnes qui avaient été retrouvées, tuées ou assassinées, dont 2 ou 3 étaient des Katangais. Et surtout, on a beaucoup dit, parce que des choses se disaient, moi j'ai eu quelquefois des débats mais sans jamais avoir de réponse, et beaucoup dit que les premiers Katangais étaient des hommes de Focard, qui étaient tout ce dispositif qu'on a beaucoup vu au moment du mouvement étudiant, et qui était une stratégie policière d'infiltration, et notamment de mise à disposition de drogue. Donc c'est toute la question. Par contre, moi j'ai pu en discuter par la suite avec des responsables de la police et dans des débats publics d'ailleurs où ils n'ont pas répondu, puisque un des mots-clés de l'époque c'était sur les étudiants gauchos, homo, toxico. Enfin on avait, voilà, homo pas trop, mais en tout cas toxico c'était très fort. Alors d'où venait toute cette drogue ? Et j'ai souvenir d'une expédition que j'ai un peu conduite moi-même d'ailleurs. On est à Sancier, donc c'est une des facs de Paris. Hein. On est à Sancier c'est de l'infirmerie et puis des endroits étudiants. Et on ouvre des placards. Et je fais ouvrir des placards et je trouve des sachets de poudre blanche. Et qui étaient là disponibles, d'ailleurs qu'on a vidé dans les lavabos. On avait là des produits qui étaient d'assez grosses quantités, telles qu'on ne les trouvait à l'époque que dans les saisies policières. D'où la question de savoir si, d'une part à l'époque, il n'y avait pas de contrôle précis de la destruction des drogues saisies par la police,
qui en a toujours gardé un petit peu, ne serait-ce même que quand il y a un toxico en grand manque, et qu'on a l'impression qu'il est quasiment mourant, on avait toujours quelques doses dans les commissariats à lui donner. Mais il y a là une utilisation destinée à salir le mouvement, si je peux dire, qui a été dénoncée ensuite, sur lesquels il n'y a pas eu de réponse très très claire. Il y a d'abord, dans la fac de médecine, je vais peut-être en dire un mot, mais un énorme travail très très méthodique, systématisé, conférences de presse régulières, comités de presse en plusieurs langues, et qui accueillent des journalistes, un travail de comité d'action dont je vous ai parlé, mais qui est un extrême assez rigoureux, avec des publications régulières. Bon. Et puis en même temps, c'est la fac de médecine, c'est-à-dire l'endroit où il y a des gens qui sont un recours possible pour aider, par le secourisme, et pour aider lorsqu'il y a eu des violences policières et contre les étudiants, pour participer à l'accueil de ceux qui, après avoir été très, très gazés par les gaz lacrymogènes, ne vont pas bien. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui s'organisent. D'une part, la participation à des unités mobiles de toutes sortes pour aller aider les gens en difficulté un peu au moment des manifs ou bien s'ils ont un problème. On organise dans la fac, et à certains moments, quand les manifs se rapprochent, des endroits de post-gaz lacrymogène, où les gens arrivent pleurant, les vêtements pleins de ces produits, et donc on les douche, on les rassérène un peu. Et je me souviens d'un soir, est-ce que c'était un soir ou fin d'après-midi, arrive Monseigneur Marty. Alors on m'avait prévenu, donc j'étais descendu pour l'accueillir. Enfin, descendu, nous on était dans les étages, mais jusqu'à la grosse porte en bas. Et puis je le vois arriver, un personnage un peu important, d'autant plus ému qu'il y avait tellement de gaz lacrymogène qu'il pleurait lui aussi. Et voilà, et j'ai souvenir de l'accompagner, je sens le contact au bout de mes doigts de sa robe, il était un petit peu enveloppé, enfin je suis derrière lui, et pour aller vers ces endroits où il va parler, et il s'intéresse aux gens qui étaient un peu décontusionnés qu'on avait là, et puis il regarde comment on fait pour les rasséréner et pour faire que leurs yeux pleurent un peu moins. Et voilà, donc on a là un engagement qui est un engagement plus de terrain. Alors est-ce que les étudiants en médecine participent beaucoup, eux, aux barricades? Peut-être un peu moins que d'autres. Et dans mon souvenir, c'est surtout un des moments de ma vie où j'ai le plus travaillé. J'ai eu très fort, tout à fait à la fin du mouvement, quand les policiers voulaient par la rue attaquer la faculté de médecine, j'ai eu très très fort le souci de ne pas les tuer. Et pourquoi ça? Parce que pour les gens qui connaissent Paris, et donc cette espèce de blockhouse, comme je dis toujours, enfin cet énorme bâtiment de la faculté de médecine rue des Saints-Pères, c'est très très élevé, il y a d'immenses terrasses sur le dessus, et qui avait été progressivement équipé pour la résistance presque armée. Donc il y avait des tonnes et des tonnes de pavasses, enfin de cailloux, de trucs très lourds, il y avait un nombre considérable de bouteilles pleines d'essence, je ne sais pas quoi, dans quelques labos. On avait peut-être été chercher, encore que les labos étaient verrouillés et protégés, donc les étudiants n'ont pas du tout abîmé la fac et ils ont protégé les installations. Mais il y avait tout de même quelques bouteilles où il y avait des mélanges d'acide nitrique et d'acide sulfurique, enfin des choses qui ne sont pas du tout confortables si on les reçoit sur la figure. Et voilà. Et à certains moments, les policiers, enfin je suis des policiers, des gendarmes mobiles, je ne sais pas très bien quelle arme c'était, ont voulu s'approcher des portes de la fac pour entrer de force vers le hall. Bon. Et j'ai souvenir qu'ils avançaient en mettant des espèces de tunnels métalliques qui étaient des trucs en tôle qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Donc imaginez une espèce d'abri avec une forme à moitié circulaire, et on avance ça et on le pousse comme un machin télescopique, vous voyez. Et donc ils avancent et puis ils sont là-dessous et puis ils s'avancent pour empêcher de recevoir sur la tête ce qu'on leur balance.
Et je me souviens du bruit des pavés tombant sur le truc. Et c'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur qu'on tue des policiers, tout simplement. Et puis ils ont compris que c'était pas très astucieux, ils ont reculé. Ils ont reculé et ensuite ils sont arrivés le jour où ils sont venus prendre la fac par les sous-sols et en soulevant des trappes. Bon, donc ils ont fait l'économie de la porte de bronze qui est tellement belle que je pense qu'ils auraient eu, sauf à l'explosif, du mal à l'ouvrir. Rue des Saints-Pères, donc c'est le quartier latin tout de même. Et derrière, il y a les Beaux-Arts. Un peu de l'autre côté de la rue Bonaparte, de la rue. Et donc on avait un lien fort avec les Beaux-Arts, notamment par les talkie-walkies sur les toits pour les services d'ordre. Mais également un lien fort avec les Beaux-Arts, avec l'atelier de VLR, Vive la Révolution, et qui faisait les affiches. Et donc, moi j'ai souvenir aussi de longs moments passés avec eux dans les ateliers, à choisir les dessins et à trouver les formules. Ensuite, ça se tirait en sérigraphie, ça c'était leur job. Voilà, donc là, on avait un lien assez intéressant. On travaille sur des choses qui sont la réforme de l'université en médecine et sur quel modèle on prend. On sait qu'on a un système de mandarinat très particulier avec des gens qui sont en même temps des mandarins absolument odieux. Les étudiants en médecine ont fait le procès de quelques professeurs de médecine, notamment l'un d'entre eux. On a publiquement défait des profs, ce qui faisait des gros titres de journaux. Les étudiants congédient un peu des professeurs mandarins, donc ça faisait une espèce de panique dans le milieu médical. Donc on avait ça, mais en même temps c'était des gens qui étaient des grands patrons et des inventeurs, et donc on dénonçait un système où des gens qui étaient respectés pour leur qualité médicale étaient absolument odieux quant au mode de fonctionnement, au mépris de classe, si on peut employer ce terme, qu'ils avaient. Et puis il y en avait qui étaient mauvais. Ils tenaient la puissance institutionnelle de l'enseignement et de l'hôpital, et ils étaient dans des logiques de pouvoir et pas du tout dans des logiques de partage. Ensuite, on avait des systèmes qui étaient extraordinairement hiérarchisés. Et puisque, bon, pour les gens qui sont pas dans ce milieu-là ou qui ne savent pas très bien ce que c'est que les étudiants en médecine, mais aujourd'hui, quand un médecin ou un jeune médecin, on lui donne son diplôme, on imagine qu'il a du savoir dans la tête, du savoir théorique, mais qu'il a appris à faire des choses. Et qu'il a, bon. Or, à l'époque, il y avait vraiment des enseignements, on dirait aujourd'hui, à plusieurs vitesses. La majorité des étudiants en médecine, dans toute la France, quand ils s'inscrivaient à la fac, devaient valider une 5e année de médecine, et ensuite un stage, et puis ensuite ils avaient une licence qui leur permettait de pratiquer en attendant de passer leur thèse. Et certains d'entre eux, en même temps, qui faisaient les études, passaient des concours organisés par les dispositifs hospitaliers, qui étaient l'externat et qui étaient l'internat. Ceux qui étaient externes, c'était un premier niveau de concours, mais déjà ils n'étaient pas la majorité des étudiants. Ceux qui passaient l'internat étaient encore un petit nombre des externes, et ceux-là, en effet, avaient un concours très difficile, avaient beaucoup travaillé pour l'avoir, appris beaucoup de choses, et ils étaient encadrés, surtout si c'était les grandes équipes parisiennes, par des gens de très haut niveau, faisant une élite très sûre d'elle-même, qui en plus, dès qu'on était installé en ville, si on était ancien externe, ancien interne, on faisait payer beaucoup plus cher, alors qu'à l'hôpital, les gens étaient très peu payés à l'époque, mais laissant sur le côté, pratiquement sans expérience hospitalière, sans avoir touché des malades, sans avoir appris. Et c'est des gens qui avaient le titre de docteur en médecine et qui étaient, comment dire, très insuffisants comme niveau. Alors c'est des choses que je raconte un petit peu, mais il y avait eu, organisé vers avril 68, ou enfin un petit peu avant les événements, un article sorti par une journaliste du Monde qui faisait un peu la pluie et le beau temps, enfin qui s'appelait Claudine Escoffier-Lambiotte, et qui était donc celle qui était amie d'Amburger, amie de Jean Bernard, amie des grands patrons, sur un modèle à la fois de recherche la plus pointue, sensible à ce qui se passait aux États-Unis et ailleurs, et qui elle-même, depuis des années, montrait qu'il y avait des choses qui clochaient en médecine, mais on était beaucoup dans l'idée de cette médecine des sorciers, et du progrès des grands patrons.
Et elle avait fait, alors je ne sais pas comment ça avait été faite son enquête, mais elle avait publié une étude où les résultats montrant ce qu'était le niveau de compétence d'étudiants auxquels on venait de donner la licence de remplacement. C'est-à-dire qu'ils avaient fini les années de médecine, le stage interné où ils étaient en train de le faire, et ils pouvaient remplacer des médecins en ville, chose que j'ai faite moi pendant des années pour gagner ma vie au début aussi. Et les questions étaient simples. Combien de fois, alors qu'ils avaient la licence, enfin qu'ils pouvaient exercer, combien de fois avez-vous pris une pression artérielle? Combien de fois avez-vous fait une piqûre intramusculaire, une piqûre intraveineuse et fait une ponction lombaire? À l'époque, on en faisait sans doute beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et les résultats étaient absolument stupéfiants. Il y en avait peut-être 80% qui avaient pris au moins une fois une pression artérielle, c'est-à-dire que les autres ne l'avaient jamais fait. On en avait 60% qui avaient fait une fois une piqûre intramusculaire. Donc là, vous voyez, piquer la fesse, quoi. On descendait à 40% pour ceux qui avaient fait une fois une piqûre intraveineuse. Et puis on était à 5%, même pas, pour ceux qui avaient fait une ponction lombaire. C'est-à-dire qu'on montrait que le système était tel qu'on mettait des connaissances théoriques dans la tête des futurs médecins, mais qu'on n'avait pas le souci de leur apprendre la pratique. Donc on avait tout de même quasiment, en termes d'assistance à personnes en danger, c'est-à-dire la population française insuffisamment soignée. Alors, ça ne faisait pas forcément des mauvais médecins, mais ils apprenaient sur le tas. Et avec des gens qui faisaient une médecine, pas comme celle d'aujourd'hui, qui était beaucoup plus à domicile, beaucoup plus au contact des gens, beaucoup moins de recours à des examens cliniques, avec une sensibilité, un rapport aux gens qui était d'une autre nature, mais c'était tout ça qu'on voulait modifier. Et pour moi, je me suis engagé dans 68, ça a duré des mois et des mois, ça a duré en fait jusqu'en octobre 68, au moins pour ces événements, puisque médecine a duré très très longtemps. C'était la dernière fac prise par la police, donc le 6 juillet. Le comité d'action a fonctionné tous les jours de l'été avec un travail politique qu'on n'a pas arrêté. Et on n'avait toujours pas modifié le système en profondeur. Et voilà, mais pour ce qui me concerne, après, une fois que ça a été fini, eh ben c'était fini, on passait à autre chose. Avec certains sont peut-être restés plus dans l'action politique au sens habituel du terme, entrer dans des partis, moi ça n'a jamais été mon cas. Est-ce que ça a servi à quelque chose? En tout cas pour la France, évidemment. Évidemment, parce que déjà depuis des années, on sentait que le système français, il fallait le modifier. Il fallait le modifier pour que la médecine se remette à faire de la recherche. La médecine française avait été au XIXe siècle et avant complètement en pointe au niveau mondial. Et puis, ensuite il y a eu l'effet d'une première guerre, d'une deuxième guerre, et notamment quand on voit tout ce qui était la santé publique, l'Organisation mondiale de la santé, si avant, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça se passe largement en France, ensuite tout est devenu anglo-saxon, traversant l'Atlantique, enfin bref. Donc il y avait sans doute à moderniser beaucoup la recherche médicale et à remettre de la recherche un peu dans tout ça. Mais il y avait aussi à mieux former les étudiants, ce qui était quand même notre truc. Et voilà, donc pour mieux les former, il fallait que tous les étudiants puissent d'une part avoir des cours et autre chose qui étaient mieux faites, et non pas un peu distraites, et il fallait qu'ils aient des pratiques hospitalières. Ce que nous voulions en 68, c'était qu'il y ait des responsabilités hospitalières pour tous les étudiants et qu'on ne les laisse pas sortir, et comment dire, potentiellement dangereux pour les patients, quoi. C'était aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qui a été changé objectivement pour la fin de 68, c'est-à-dire ce dont on peut dire qu'en octobre 68, c'était acquis. Ce qui était acquis, au moins pour la faculté de médecine de Paris, c'était qu'on ne rentrerait plus dans la faculté centrale. Puisque celui qui était le professeur de la faculté centrale à Paris, si je peux dire, pratiquement avait autorité en réseau sur un peu toute la France. Et si c'était quelqu'un de réveillé et pas trop jaloux, de plus jeunes, brillants, qui venaient travailler à côté de lui, bon, ça c'était bien, mais très souvent on avait des gens qui étaient juste limites et qui cassaient tous ceux qui les auraient dépassés. Enfin voilà, donc dispositif d'éteignoir, on n'en avait plus très envie, donc il fallait casser, et c'était la logique, au moins pour Paris, des CHU, c'est-à-dire que depuis la réforme Debré étant Robert Debré, qui était le père de Michel Debré, grand médecin déjà avant-guerre, et qui avait conçu cette réforme qu'on appelle l'hospitalo-universitaire, c'est-à-dire le lien entre l'hôpital et l'université. Il avait conçu ça pendant la guerre, lui-même est clandestin, mais
il fallait appliquer ce truc-là. Donc, on n'était pas contre le principe des CHU, mais on voulait que ce soit appliqué notamment sur Paris. Et donc que la faculté centrale soit cassée et qu'on rentre à la rentrée dans chacun sa faculté. Donc ça a été acquis. C'était acquis, la rentrée 68 s'est faite, alors c'était encore les bâtiments des facultés centrales, parce que tout n'était pas construit, mais chacun des grands CHU parisiens, bref, avait sa propre équipe, son propre doyen. Voilà, donc on avait cassé le gros monstre pour en faire des morceaux. Ceci étant, des années après, certains disaient d'accord, vous avez cassé la faculté centrale, vous avez fait des îlots, mais ces îlots, c'est comme des paniers dans lesquels il y a des crotales, et dans chacun des paniers, il y a un crotal qui fait la loi sur les autres. Bon, on avait redescendu le même système jusqu'à un certain point. Enfin, en tout cas, ça c'était notamment par rapport au groupe ou aux tendances plus révolutionnaires, si on peut considérer que ma tendance à moi, on l'appelait réformiste, mis à part que les journaux décrivaient des gens, même comme moi, comme étant des dangereux révolutionnaires avec le couteau entre les dents, bien qu'on ait la cravate. Mais ça a été fait, c'était une condition de la rentrée. Pour médecine, bon, on sentait bien qu'il fallait avoir un système qui permettait de travailler pour fabriquer quelque chose qui tiendrait la route. Donc très vite, évidemment, les relations avec le pouvoir étaient sous-jacentes. C'était sous-jacent. On avait des idées, un livre blanc qu'on a sorti très vite et qui a fait un peu école et sur lequel se sont appuyés les réformateurs, abondé par le travail des commissions de synthèse, abondé par un énorme service de documentation. On était regardé dans plein de pays du monde comment ça se passait, ne serait-ce que pour avoir des arguments. Et ces propositions, qu'est-ce qu'elles allaient devenir ? Donc avec le cabinet d'Edgar Faure, je ne sais plus très bien comment se sont pris les premiers contacts, mais très vite, il y a eu des contacts avec le cabinet, soit dans des réunions publiques, donc on arrivait, enfin moi, sur Internet, je trouve un petit document de l'INA où on me voit descendre avec une petite serviette à la main, un petit étudiant très sérieux, discutant et faisant nos premières conférences de presse. Et on posait nos conditions sur le pouvoir étudiant, sur la disparition de la faculté de médecine, sur un certain nombre de choses. Et donc Edgar Faure, pour les étudiants en médecine, je ne sais pas comment il a fait pour les autres facs, mais a monté un système dont il s'était déjà servi, dans ce qu'il me racontait en tout cas, ou de ce qu'il racontait, dont il s'était déjà servi quand il avait été chargé de négocier la fin du protectorat de la France au Maroc. C'est-à-dire, il y avait le cabinet officiel, et puis il y avait devant les caméras nos contacts, et puis il y avait un shadow cabinet. D'ailleurs, il avait repris un vieux médecin dont j'ai un peu oublié le nom, avec lequel il avait déjà travaillé pour le Maroc, apparemment. Et puis des gens très jeunes, est-ce que c'était des jeunes énarques, enfin en tout cas, des gens qui avaient quasiment notre âge, mais qui étaient dans des dispositifs administratifs. Et quand on a monté une commission qu'on appelait la commission mixte, où il y avait les étudiants, des enseignants, et c'est là qu'on discutait de la mise en œuvre et des textes qui pourraient servir à faire nos décisions et nos demandes pour aller faire du truc législatif ou réglementaire. Et on a fait entrer dans cette commission mixte comme observateurs des gens du shadow cabinet, si je peux dire, qui ont assez tôt commencé à nous faire ensuite des propositions pour savoir comment on mettrait en musique les propositions étudiantes. Donc pendant tout l'été 68, ils nous ont loué un local, enfin on a travaillé dans des endroits genre service secret ou je ne sais pas très bien quoi, et pour mettre en place ce dispositif qui allait être la loi dans laquelle les choses se modifieraient et seraient en musique. Et j'ai souvenir d'Edgar Faure, enfin c'est de ces vieux souvenirs comme ça, me téléphonant en octobre 68, donc vous voyez on est loin du mois de mai déjà, me disant, parce que les étudiants en médecine reprennent l'agitation à la rentrée de septembre. Ils sont les seuls à ce moment-là dans le quartier latin à faire l'agitation, et puis ça diffuse sur la France, puisque rien ne s'est passé encore. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Et De Gaulle s'énerve énormément, réunit des gens à l'Élysée, c'est des coups de poing avec les enseignants, parce qu'il y a des enseignants que nous on considère comme de droite ou d'extrême droite, mais qui ont été jusqu'à faire le coup de poing contre les étudiants. Syndicat autonome, très branché sur ses privilèges médicaux, et conseiller des princes. Donc, parce que qui va soigner De Gaulle et puis les gens de la haute société politique décisionnaire, c'est évidemment les gens qui sont les grands professeurs de médecine et qui sont le mieux, mais du système d'avant.
et qui disent si vous voulez faire des médecins aussi bien que moi, ben, continuez à avoir le même système. Enfin, je le dis un peu vite, mais voilà. Et donc Edgar Faure, en octobre, me téléphonant en disant est-ce que vous pouvez continuer vos manifestations? De Gaulle n'a toujours pas signé l'externat pour tous. Voilà, donc c'est vous dire à quel point, en même temps, on s'oppose au système visiblement. Ils prennent très au sérieux le mouvement des étudiants en médecine à la rentrée, parce qu'est-ce qu'on va remettre le feu au dispositif? Et en même temps, ces gens qui sont les gaullistes de progrès, Edgar Faure a une fille qui est chef de clinique en psychiatrie, il sait parfaitement qu'il faut changer le système. Moi, j'ai pu dire dans une réunion publique à Robert Debré, vous aviez un fils Premier ministre, et nous sommes en train d'arriver à faire ce que vous n'êtes pas arrivé à faire. Et on a eu par la suite avec Robert Debré, ou en même temps, je ne sais plus, des entretiens privés dans lesquels tous ces gens qui étaient ceux qui voulaient faire avancer le système, même du côté des gaullistes, considéraient que le mouvement étudiant était une chose extrêmement importante qui leur permettait de moderniser le système. Donc on n'avait pas affaire qu'à des gens bloqués, si je peux dire. Moi, je ne voulais pas être dans un parti politique. Enfin, la question, c'était pas... Si, de temps en temps, on m'invitait à déjeuner, on me laissait entendre dans tel et tel parti que ce serait très bien que je les rejoigne, mais ce n'était pas mon truc du tout. Et donc, se poser la question, au fond, comment on continue ça? Et moi, j'étais très profondément persuadé, encore aujourd'hui d'ailleurs, que c'est souvent la culture qui induit les institutions. Et donc, c'était plutôt un état d'esprit, d'où la difficulté de parler de 68. D'une certaine manière, ça n'a pas changé la Constitution, ça n'a pas fait une république supplémentaire. La 5e République n'a pas été ébranlée complètement, et on n'a toujours pas fait la 6e. Enfin, on n'était pas à ce niveau de réflexion constitutionnelle. Et donc, mon idée, c'était que c'est en effet la culture. Donc, c'était l'idée d'un nouveau front culturel, comme on disait.